Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Paris au Mondial de l'Auto que Watch vous fait vivre chaque soir à 21h jusqu'au 14 octobre, fin de ce mondial. Pour être au plus près de l'actualité du salon, des nouveautés, des concepts et de tout ce qui roule, le garage s'est donc installé au cœur du mondial, ici porte de Versailles. Alors, le salon de l'auto, c'est beaucoup de nouveautés et évidemment difficile d'échapper au phénomène des ventes du moment. Je veux parler des SUV. Pourquoi ont-ils autant de succès? C'est justement ce qui va nous intéresser ce soir et pour ça, j'ai choisi deux représentants importants de ce phénomène, à savoir le SUV le plus vendu au monde, le Honda CR-V, et le SUV le plus vendu en France, le Peugeot 3008. Alors comme les voitures ne parlent pas, ou plutôt pas encore, ce sont bien deux humains de chair et d'os qui viennent nous éclairer ce soir. Tout d'abord, Christophe Deculto. Vous êtes vice-président de Honda Motors Europe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Vincent Héride, alors vous êtes chef de produit Monde 3008-5008 chez Peugeot, c'est bien ça? C'est exact, bonsoir. Bonsoir aussi. Alors voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et parler de ces SUV, d'abord j'ai une question un petit peu générale sur l'ambiance ici. On parle beaucoup d'un salon un peu particulier. Christophe, c'est quoi votre sentiment sur le mondial cette année déjà, après cette première journée? Écoutez, le sentiment est globalement positif, même si on fait face à l'absence de quelques constructeurs. Je trouve que cette nouvelle formule mondiale 2018, plus sur le thème de la mobilité, l'intégration aussi, la mobilité deux roues, des nouvelles technologies, un format aussi plus court, je pense que ça va vraiment dans le sens de l'histoire. On fera le bilan dans 10 jours, mais je trouve que ce nouveau concept salon est vraiment pertinent. Et vous, votre avis sur la question? Alors je fais un petit peu le même constat que Christophe. Effectivement, c'est un format plus compact, plus proche des gens, je pense, qui permet effectivement à tout un chacun de pouvoir voir plein de choses dans un format plus compact. Donc voilà, plus proche, les gens peuvent déambuler plus facilement. Et puis on propose effectivement du 4 roues, du 2 roues. Donc il y en a pour tous les goûts. Avec des centres d'essai par ailleurs au centre de Paris qui permet, au-delà de la simple expérience statique, de pouvoir aussi essayer des voitures. Le centre d'essai de la Concorde, effectivement, où nous étions il y a encore quelques jours pour vous présenter un petit peu le dispositif sur place. Il n'y a pas de risque d'une petite déception du public avec ces marques qui manquent? Bon, vous êtes là, vous avez chacun des nouveautés, des concepts, des choses vraiment intéressantes, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de déception du public quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. L'objectif, enfin, qu'il faut se donner collectivement, c'est que le succès soit au rendez-vous, qu'il y ait au moins 1 million de visiteurs, qui est un peu l'objectif tous les 2 ans, et d'inviter les absents de cette année à revenir dans 2 ans. Je crois il y a tout un débat autour de la pertinence de salons, etc. Je pense qu'il y a toujours la nécessité de rapprocher physiquement le public avec le produit, qu'il y a un contact direct. Je crois qu'on ne peut pas enlever ça. Le digital ne remplace pas ce contact physique. Et voilà. Donc, espérons que dans 2 ans, 100% des constructeurs seront là. Alors on le voit, on est vraiment au tout début du mondial. Il y a néanmoins, en pleine journée, moi j'ai trouvé pas mal de monde, ce qui est plutôt bien. On n'a pas encore attaqué les nocturnes. Voilà, c'est plutôt de bon augure. Alors, comme on dit un petit peu de façon populaire, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ce regroupement avec la moto, vous faites alors, toutes les deux, vous avez des cycles dans votre gamme. Vous, Christophe, je sais que vous êtes motard, vous, je ne sais pas. Vous êtes motard aussi? Également. C'est ce retour, parce qu'on tend à dire que c'est une nouveauté la moto avec l'auto, mais en fait non, c'est un retour. Là aussi, c'est quelque chose de bien. Oui, c'est bien. En fait, il y a une dimension aussi un petit peu économique derrière, soyons clairs. Le salon de la moto était indépendant jusqu'à la dernière édition il y a 3 ans. Il y avait se poser la question du rapport investissement, enfin retour sur investissement. Donc
ensemble, collectivement avec les autres constructeurs moto, on a réfléchi à un nouveau format et finalement on a été convaincu par l'idée de s'associer à l'automobile parce qu'on parle de mobilité de plus en plus, quel que soit le nombre de roues, le type de mobilité. Donc ça a du sens et ça permet aussi à l'univers moto de s'ouvrir potentiellement à 1 million de visiteurs. Ouais. Donc ça c'est quand même une opportunité importante. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse ce soir, à savoir les SUV. Est-ce que, première question toujours très générale, est-ce qu'on sait dater l'origine un petit peu du SUV dans le monde? Pour vous, ce serait quoi? Le premier SUV, c'était le RAV4. Si je pense, on doit poser une première pierre. C'est le précurseur, je pense, avec le Fun Cruiser. Donc ça fait quelques années déjà. Après, je dirais pour le segment qui nous concerne plus particulièrement, donc le segment des C, SUV, c'est véritablement le Qashqai qui a posé les premières pierres en 2008, de mémoire, 2007-2008. Et voilà, donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que ce segment a pris pied en Europe et se développe de manière spectaculaire. C'est vrai que le RAV4 a une légère antériorité, je ne sais pas si ça se compte en mois, mais c'est pas plus d'1 an en tout cas, sur le CR-V, puisqu'on est 94-95. Alors c'est amusant parce que quand on demande, en tout cas il y a beaucoup de marques qui aiment bien s'avancer précurseur du SUV. Si on demande à Jeep, Jeep va vous expliquer, c'est le Jeep Wagoneer en 63 aux États-Unis qui est précurseur du SUV. Ouais, voilà. Mais je suis d'accord. Je crois que c'est l'émergence vraiment du SUV avec des volumes, je dirais, significatifs sur les marchés, notamment le marché européen, c'est années 90. Donc ça, le phénomène à 20-25 ans est toujours en plein essor. Alors aujourd'hui, pour qu'on mesure bien l'ampleur du phénomène, on parle de quel pourcentage des ventes sur le marché du neuf en France? Alors le SUV représente quasiment une vente sur 3 aujourd'hui, en France et en Europe d'ailleurs. C'est assez, et la croissance, on peut la chiffrer si on part de 5 ans en arrière par exemple? Alors j'ai en tête depuis 3 ans. Depuis 3 ans, les SUV ont gagné 7 points en part de marché. C'est pareil, vous faites le même constat? Sur le marché, sur le marché, okay. Toute marque, le poids des SUV a grimpé de 7 points, donc ce qui est vraiment important. Et c'est surtout les SUV urbains qui ont pris un petit peu le relais de la croissance. Ouais. Alors le CR-V, on l'a dit, 1995, on voit d'ailleurs à l'image ce premier modèle, c'est une pub d'époque, c'est une pub japonaise. Donc on en est à quelle génération? 5e génération. 5e génération. Et est-ce que vous sauriez dire combien de ventes au total dans le monde il y a eu de CR-V depuis 95? Vous avez une idée? Au million près peut-être? Oui, je pense qu'on est entre 5 et 6 millions d'unités. Ouais. Alors, et c'est le SUV le plus vendu au monde. Alors je sais que chaque année, il y en a un qui, entre le RAV4 précisément, il y a une prime à l'antériorité apparemment sur ce marché, mais en tout cas dans le monde, mais le RAV4, certaines années va dire c'est nous les premiers, certaines années ce sera Honda qui le dira, nous on a choisi ce soir. C'est pas le débat le plus important. Ouais, non, tout à fait. Le 3008 c'est 2009 pour la première génération. Oui, tout à fait. La nouvelle génération c'est donc 2016, c'est ça. Et combien de ventes cumulées sur ces deux Alors, donc le 3008 effectivement est sorti fin 2008, a duré 7 ans la première génération jusqu'à fin 2016. Ça a représenté cette première génération, si on compte également la production chinoise qui est vendue là-bas et qui est encore vendue sur la première génération, environ 1 million d'unités. Ça c'était pour la première génération. Et à date, donc la nouvelle génération de 3008 qui est déclinée sous la label 4008 en Chine, s'est déjà écoulée à près de 600 000 unités. D'accord. Donc sur un rythme bien supérieur, donc on peut compter 1 600 000 unités. Donc voilà, à peu près. En 2 ans, vous avez presque égalé le... En 2 ans, on a fait plus de la moitié de la série totale de l'ancienne génération, donc on est sur un doublement des volumes à iso-période à peu près. À quel moment vous avez, vous, chez Peugeot, parce que vous êtes un petit peu plus nouveau sur ce créneau, à quel moment vous vous êtes dit il y a une appétence du public pour le SUV, elle est indéniable, il faut absolument qu'on y aille. Alors le 3008, au début, on ne le présentait pas forcément comme un SUV, mais il n'empêche qu'en gros, dans les proportions, on y était. À quel moment vous êtes dit ça? Bon, on s'est dit effectivement, comme vous le dites, dès la première génération du 3008, donc qui date de 2008, donc je dirais début des années 2000. Effectivement, on a vu un petit peu cette tendance de marché.
on a été en Europe, alors je parle bien en Europe, juste derrière le Qashqai, deuxième du marché, sous une forme certes un peu différente, qui était un crossover, donc un mélange des genres entre encore une Sodio, peut-être un peu monospace et un véritable SUV. Mais voilà, très tôt, on s'est intéressé effectivement à ce marché-là. Et la marque Peugeot a aussi compris l'intérêt de décliner une offre SUV sur des segments inférieurs. Et c'est pourquoi on a été précurseur avec le 2008 également sur le segment B. Voilà, donc on a très rapidement décliné une offre complète de SUV pour pouvoir adresser l'ensemble des marchés. Chez Honda, bon alors évidemment 95 le premier, on a une idée on arrive à dater les premières réflexions sur ce type de silhouette? Ça remonte aux fin des années 80. Ouais. Fin des années 80, mais Honda a souvent tenté en fait des nouveaux paris dans son histoire. On se souvient aussi du premier petit SUV, vous vous souvenez du tout premier HRV, le qui était fameux un peu Joy Machine. voilà, qui est sans doute arrivé d'ailleurs 10 ans trop tôt sur le marché. Donc c'est que vous avez relancé, qu'on a relancé plus récemment. Mais voilà, donc je pense que la réflexion remonte aux années 80. Mais pour être honnête, je pense qu'on n'avait pas anticipé le phénomène. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de prévisionniste capable de dire dans 10 ans, dans 20 ans, ça représentera un tiers ou 40% du marché. Je pense que c'était à l'époque une tentative, une idée de concept de véhicule un peu multipurpose avec une capacité de franchissement minimum, avec du confort, avec une hauteur de conduite importante, de l'habitabilité, une dimension pratique qu'il n'y avait pas complètement sur une berline. Donc c'était ça l'idée de départ, mais on n'imaginait pas le succès incroyable derrière. Alors dans SUV ou VUS comme disent certains, il y a le U de utilitaire. Il y a certaines marques que ça commence à gêner ce U. Alors c'est peut-être une question d'image. Je pense notamment à certains de vos confrères allemands qui vont plutôt parler qui vont remplacer le U par un A pour dire activité au lieu de utilitaire. Il y a également parfois je ne sais pas si c'est une espèce de complexe, mais on partait de crossover. Aujourd'hui, c'est clairement identifié SUV. Est-ce que finalement, ce sont des mêmes dénominations pour le même type de produit, ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des philosophies différentes, vraiment, quand on définit la voiture? Alors, ce qu'on peut déjà dire, effectivement, c'est bien faire la distinguo entre un crossover, qui est un mélange des genres, comme son nom l'indique, et un SUV qui est un vrai segment à part entière. Et on voit bien qu'avec le nombre des acteurs, voilà, c'est un vrai segment. C'est une silhouette de 4x4, donc les gens appelaient ça des 4x4. Le CR-V, on appelait ça un 4x4 et pas forcément un SUV. Oui, mais tous les SUV ne sont pas des 4x4, effectivement. Ce qu'on recherche, moi dans le mot utility, je ne pense pas utilitaire, je pense usage. Et effectivement, comme l'a dit Christophe, l'avantage de ces voitures se différencie des berlines par leur côté un peu plus baroudeur. Pas forcément 4x4, on fait, parce qu'il y a une empreinte carbone, une empreinte énergétique des 4x4 qui n'est pas celle des SUV. On peut aussi être bon en CO2 avec les SUV modernes. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir adresser différents besoins de nos clients, à la fois urbains, mais pas que. Ils peuvent aussi aller à la campagne, sortir un peu des sentiers battus. Et c'est en quoi, je pense, les SUV d'aujourd'hui sont véritablement attractifs. Vous êtes SUV aussi, définitivement? Oui, on cherche pas la coquetterie. Définitivement SUV. La dimension utilitaire, mais au sens premier du terme, est importante. C'est-à-dire qu'utilitaire, c'est de l'espace de rangement, de la praticité, de l'espace intérieur. Voilà, ça c'est vraiment ancré chez nous. On ne fait pas du crossover un peu plus mode, mais qui au détriment des aspects pratiques. Je vais rester avec vous, Christophe. Quels sont les marchés principaux du CR-V aujourd'hui dans le monde? Clairement, États-Unis. États-Unis. Ouais. Ça représente quel pourcentage à peu près? Ça représente, sur le volume, je dirais que ça représente plus de la moitié. Plus de la moitié. Ouais. Et en deuxième? En deuxième, c'est l'Asie. C'est l'Asie. Ouais. Et vous? Alors, bon, vous n'êtes pas diffusé aux États-Unis, mais vos marchés principaux? Alors, effectivement, donc c'est l'Europe, effectivement à 70% à peu près. Ouais. Et à l'intérieur de l'Europe, la France, effectivement, vous l'avez déjà dit, est un marché très important pour le 3008. Et après, c'est la Chine et l'Asie du Sud-Est, effectivement, avec à peu près 20% des volumes. Est-ce que le phénomène SUV est parti encore plus fort en Chine qu'il n'est monté en Europe? Non, je ne pense pas. On a vu des croissances assez semblables, encore une fois, en Europe, des croissances véritablement
qu'aucun prévisionniste, je pense, n'aurait pu prévoir, qui fait que nous aussi, on profite de cette vague des SUV en Europe et qu'on a autant de volume également sur cette nouvelle génération. Est-ce qu'on vend de la même façon le même CR-V aux États-Unis ou en Europe? Est-ce qu'on le market différemment ou est-ce qu'on véhicule la même image? Est-ce qu'il y a des codes particuliers d'un pays à l'autre pour vendre finalement le même produit? Il n'y a pas beaucoup de différence. Je dirais, en ce qui concerne le CR-V, de par la structure du marché aux États-Unis, on est plus sur un produit de mass market. Ouais. Voilà. En Europe, le CR-V est un peu plus positionné ou perçu haut de gamme, ou j'ose pas dire premium parce qu'on n'est pas une marque dite premium, mais on a un positionnement plus élevé. Ouais. D'ailleurs avec des spécifications un peu plus sophistiquées en Europe et aussi la primeur de la technologie hybride pour l'Europe. Alors, même question, on vend pas de la même façon un SUV en Chine qu'en Europe? Alors nous, on a un positionnement de marque généraliste, certes, mais on veut être le meilleur généraliste haut de gamme. C'est notre ambition. Et cette ambition, elle vaut pour l'Europe comme pour la Chine. Donc notre positionnement est dans les généralistes positionnés haut de gamme. C'est également valable en Chine. Et on ne recherche pas nécessairement les volumes à tout prix. Ce qu'on recherche, effectivement, c'est les canaux à la fois rentables qui nous permettent effectivement de dégager de la marge par véhicule vendu. C'est notre positionnement. Et il vaut à la fois, encore une fois, en Europe et en Chine. D'accord. Alors, on parlait de positionnement, qui dit positionnement dit aussi prix. Le CR-V positionné en France, il démarre autour de 29 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Vous êtes plutôt un peu au-dessus de 26 000, c'est ça? On démarre à 26 400, exactement, oui. Voilà. Vous présentez, alors ici, tous les deux, une nouvelle version hybride. Et alors, ce qui est intéressant, moi je trouve, j'ai regardé un petit peu les grilles de tarifs, c'est qu'en entrée de gamme, effectivement, vous êtes plus cher, mais quand on arrive à la version hybride, en tout cas les tarifs qui ont été annoncés chez l'un et chez l'autre, finalement on se rejoint à peu près. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes à peu près dans les mêmes tarifs, autour de 45 ou 46 000 € chez vous, et chez Peugeot j'ai lu... 35 en hybride. Les premiers prix, pardon, Premier je parlais prix, sur le haut de gamme. 35. Ah oui, pardon. Et sur le haut de gamme, vous êtes autour de 44 ou 45 000. Alors, on n'a a priori pas annoncé de tarif alors, en hybride. Bon, il y a peut-être eu des indiscressions, c'est ce que j'ai lu chez certains confrères. Donc je ne parlerai pas de tarif encore sur les hybrides parce qu'on ne les a pas communiqués à ce stade. Ce que je peux dire, c'est qu'on a deux offres de toute façon en hybride qui vont arriver sur le 3008. La première fin 2019 qui concerne la définition haut de gamme GT, uniquement en chaîne de traction 4 roues motrices. Et après, on va démocratiser un peu plus cette chaîne de traction en 2 roues motrices sur les niveaux inférieurs dès début 2020. Alors vous faites tous les deux l'hybride avec des caractéristiques finalement très différentes et en même temps assez particulières. Il y avait eu un premier hybride fort sur le 3008. En quoi le nouveau sera différent? Alors, la première génération, déjà, c'était un hybride non rechargeable et diesel. Ouais. Donc, effectivement, avec une petite batterie, une capacité en roulage électrique pur de quelques kilomètres, 3 km. Là, on passe sur une technologie d'hybride rechargeable avec une batterie beaucoup plus conséquente, d'environ 13 kWh, qui nous permet, selon les définitions, de disposer de 40 à 50 km de ZEV dans le nouveau cycle WLTP. Donc, on n'est plus du tout, effectivement, sur la même technologie. Et on associe ces moteurs électriques à un moteur PureTech essence de 180 ou 200 chevaux. Pour totaliser autour de 300 chevaux, c'est ça qui est prévu? Pour totaliser effectivement 300 chevaux en version 4 roues motrices et 225 chevaux en version 2 roues motrices. Et alors vous Christophe, le CR-V, c'est pareil, il a des particularités sur la chaîne de traction assez intéressantes. Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Oui, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que chacun défriche des nouvelles voies techniques, donc on vit une époque assez incroyable en matière de rupture technologique. Nous, on a fait le choix du système IMMD, Intelligent Multimode Drive. En deux mots, c'est un moteur technique thermique de 2 litres et associé à deux moteurs électriques. Donc l'un, bien sûr, sert de traction et l'autre de générateur. Et en fait, c'est un système qui permet de manière complètement automatique de gérer 3 modes de conduite différents. Tout électrique, et là il y a une vraie capacité à rouler en tout électrique sur des distances assez conséquentes. À un moment donné, le système passe en mode hybride, c'est-à-dire que c'est le moteur thermique qui alimente, qui régénère le moteur électrique, donc c'est toujours une traction électrique au final. Et puis on bascule à une certaine vitesse, 120 km/h ou en forte accélération en mode thermique.
Donc c'est un système intelligent qui privilégie beaucoup l'utilisation du tout électrique et qui est assez dynamique en conduite. Alors on va bientôt l'essayer, donc je pourrais affirmer ou pas cette assertion. Début décembre. Début décembre, absolument. Qui achète un SUV aujourd'hui? Je veux dire, bon, qui préconise l'achat et qui achète réellement un SUV? Bon, déjà, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus du tiers du marché, donc ça touche énormément de consommateurs. Je rappelle, il n'y a pas de profil très différent de berline. Bien sûr, c'est plus familial. Il y a parfois aussi une volonté de recherche d'un certain statut, d'un certain confort. C'est assez féminin aussi. Donc, dans la décision d'achat, il y a une proportion plus importante de femmes en fait, qui poussent vers l'achat des SUV. Pareil, chez Peugeot, vous faites le même constat? Oui, même si malgré tout... La famille est oui, selon les usages. Nous, on a le 3008 effectivement qui est plus compact et qui va à destination davantage de couples avec, je dirais, un enfant plutôt en bas âge. Et on a le 5008 effectivement qui est plus destiné aux familles avec déjà des enfants d'un certain âge, des adolescents. Après, effectivement, le profil type, difficile de le décrire. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, l'acheteur reste, hélas, encore une fois, un peu majoritairement masculin, même si, comme l'a dit Christophe, je pense que dans la prise de décision, madame a de plus en plus son mot à dire dans l'achat de ce SUV qui plaît d'ailleurs beaucoup aux femmes. Ça, on avait de bons retours. Et les enfants dans tout ça, qu'est-ce qu'ils ont les gens achetaient des monospaces pour les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils pensent du SUV? Est-ce que chez vous, il y a des gens, des clients qui viennent en disant « Ah, mes enfants qui sont passés, je sais pas, en concession, qui voient des pubs à la télé, puis qui tiltent plus sur la silhouette SUV que sur une berline, un break, un monospace ?» Ouais, déjà les enfants, dans la plupart des SUV à segment identique, bien sûr, si on prend segment C et compact par rapport à une berline, il y a un espace intérieur à l'intérieur, sur les sièges arrière, pardon, qui est souvent intéressant, quoi. Donc pour les enfants en tant que passagers arrière, c'est assez sympa, c'est plus ludique aussi. Et chez vous, c'est pareil parce qu'il y a eu, donc on a cette mode du monospace qui, vous allez me dire si elle est définitivement terminée ou pas, mais il y a encore, vous en avez d'ailleurs dans votre gamme, le Ludospace qui se vend finalement pas si mal. Alors, quelle est la place de l'enfant dans l'acte d'achat? Parce que moi, quand j'essaye ce type de produit, j'ai tendance à dire aux gens, si vous ne voulez pas devoir acheter ça, ne le montrez pas à vos enfants. Alors, chez Peugeot, on a pensé aux familles, mais on l'a pensé différemment, effectivement, d'une offre alternative au monospace classique. Et c'est pour ça qu'on a muté notre offre de 5008, qui était jusqu'à présent, il n'y a pas si longtemps, un monospace, en véritable SUV. Cela étant posé, on n'a pas oublié la fonctionnalité, c'est pourquoi on propose, et on est à peu près les seuls à le faire, dans ce 5008, qui est donc le grand frère du 3008, toute la fonctionnalité, la modularité intérieure d'un monospace avec 3 sièges indépendants à l'arrière et modulables, 2 sièges complémentaires à l'arrière extractibles, des tablettes aviation, des rangements un peu partout. Donc oui, on a pensé aux enfants et clairement on voit, enfin moi je vois des fois, j'aime bien aller dans le réseau et je vois un petit peu l'œil des enfants quand ils voient ces voitures, cette 5008, et clairement l'espace au rang 2 est véritablement apprécié des enfants. Oui, donc je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le monospace est mort? Alors, il n'est pas encore mort, ça reste un segment qui fait des volumes conséquents. Par contre, il est en forte décroissance de manière assez continue depuis une dizaine d'années. Et on voit quelques généralistes qui s'accrochent et étonnamment quelques premiums comme BMW ou Mercedes qui viennent renouveler son classe B. Mais on voit quand même que voilà, la vague SUV a quand même pris le dessus sur celle des monospaces. Alors chez Honda en Europe, en tout cas en France, c'est une silhouette qui a disparu, le monospace. Il y en a encore aux États-Unis, je crois. Vous, quel bilan vous faites, quel constat vous tirez du monospace? Est-ce qu'il est voué à continuer à exister dans la gamme Honda ou est-ce qu'il va, pareil, s'éteindre ou en tout cas réduire sa présence? En Europe, je pense que le monospace a peu d'avenir, est mort, voilà, pour reprendre votre expression.
même si je pense il y a un besoin pour un véhicule familial, peut-être dans des prix, vraiment dans des prix d'accès. Mais globalement, le monospace on le voyait dans nos rues il y a quelques années est un petit peu mort au profit du SUV. Aux États-Unis, on voit aussi au Japon, il y a encore un vrai marché du monospace. Petit format, très cubique, très malin de conception avec une habitabilité assez intelligente. Donc il y a encore un marché là-bas pour du monospace. Ouais. Vous avez donc tous plusieurs SUV dans la gamme, compact, un peu plus segmenté. Idem chez vous. Est-ce que, alors beaucoup de marques les déclinent sur absolument toutes les silhouettes, tous les segments, toutes les tailles de voitures, voire même en inventent des nouvelles. Est-ce qu'il y a des choses à venir chez les uns, chez les autres, ou des projets sur des SUV plus petits ou plus gros? Sur le marché européen en tout cas, qui nous intéresse nous. La marque Peugeot se concentre effectivement sur les profit pool les plus intéressants. Hein. On l'a dit, hein, le segment du B SUV est en train d'exploser après celui du C. Donc il était finalement peu fréquenté, je dirais, par les Allemands et notamment par la sphère Volkswagen. Donc là, ils ont corrigé le tir. Hein. Donc nous, on s'intéresse effectivement à renouveler déjà cette offre bientôt, celle du 2008, pour ne pas le citer. Avec 3008 et 5008, on a une offre complète hein, sur... ce qui fait, je ne sais pas, 90% des volumes du SUV en Europe. Hein. Après, on ne s'interdit pas d'aller au-delà. Voilà. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour l'ensemble des produits de la marque Peugeot, mais voilà, la marque ne s'interdit aucun développement, et si on considère qu'il y a un potentiel de croissance ailleurs, plus haut dans la gamme, on pourra peut-être y aller. Et chez Honda, sur des bases un peu plus petites, de type Jazz, est-ce qu'il y a des velléités de développer des SUV ou pas? Pas de scoop aujourd'hui, mais non, on se concentre, on a une double offre, hein, CR-V, HR-V, donc HR-V plus compact, segment B. On couvre 90% du marché du SUV. En tout cas pour l'Europe, on se concentre sur ces deux segments. Voilà, la Jazz qui a une plus petite voiture sur le segment d'en dessous reste plutôt en format berline, mais très, très habitable. Allez, une dernière petite question d'ordre un peu plus général, puisqu'on est au mondial. Vous avez un objectif sur ce salon? C'est une question vraiment ouverte. À quel moment vous direz ce salon est réussi, ce mondial 2018 est réussi pour moi? Oui, on a deux types d'objectifs. On a des objectifs, on a des KPI, hein, des indicateurs de performance comme toutes les entreprises. Ça se mesure en trafic, c'est-à-dire en nombre de visiteurs. Voilà. Nombre de visiteurs, c'est important parce que ça mesure le succès du salon. En nombre de contacts qualifiés. Et aussi potentiellement de ventes, puisque des clients sont ravis de prendre leurs commandes sur le stand chez nous. Donc ça, c'est des objectifs chiffrés. Après, il y a une dimension aussi plus émotionnelle, plus indirecte, c'est-à-dire la satisfaction des équipes qui bossent sur le stand, la rencontre avec les clients et aussi ça permet aussi de mesurer en direct comment sont perçues nos nouvelles technologies, notamment le CR-V hybride ou nos nouveaux produits. Et ça se mesure, pas en chiffres, mais ça se mesure. Et vous ? Alors bien évidemment, effectivement, comme l'a dit Christophe, on a également des objectifs chiffrés en termes de fréquentation de vente, ça c'est certain. Par contre, ce qu'on a voulu montrer avec ce stand Peugeot, c'est que déjà on a une belle offre de produits renouvelés, notamment avec la 508, la 508 SW, mais également qu'on prépare le futur et la transition énergétique avec optimisme. Le concept e-Legend montre que certes c'est un manifeste de style avec une évocation du passé, de la 504 notamment coupée, mais on a aussi voulu montrer que le futur qui peut être électrique, le futur qui peut être autonome en termes de conduite, peut être sympa, peut être fun, ne pas être ennuyeux. Et donc on a envie d'être optimiste et de montrer que l'avenir automobile, il peut être joyeux, il peut être sympathique. Eh ben, on va rester là-dessus, ça me va bien. Christophe de Cultover, merci beaucoup de vous être rejoint à nous ce soir sur ce plateau. Le garage, je vous rappelle, c'est tous les soirs ici au Mondial jusqu'au 14 octobre. D'ici demain, les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.